Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Benjamin Perrier au sein de la bibliothèque Clément Ader IGESA. C'est l'auteur notamment du guide du super futur papa et du guide du super jeune papa. Et puis on parlera plus tard aussi des autres ouvrages que vous avez publiés récemment justement. Mais aujourd'hui, on va parler de la joie d'être papa et des grandes étapes de ce nouveau rôle de papa. Alors, il me semble que vous avez commencé, mais peut-être que je me trompe, par écrire ce livre-là. Oui, c'est le jaune en premier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Vous êtes devenu papa. Alors oui, déjà bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de me recevoir ici. Je suis ravi d'être là. Pour répondre simplement à cette question, oui, j'étais auteur avant ce livre, mais l'arrivée de mon premier fils a déclenché l'envie d'en parler, l'envie d'écrire dessus. Il existait déjà des guides. Parce que j'ai envie de dire, pour résumer, chaque maison d'édition qui fait ce que l'on appelle des maisons d'édition pratiques, qui font des guides pratiques et plus spécifiquement ce domaine que l'on appelle dans le jargon le parenting, donc des livres tout simplement à destination des parents. Après, ça a été une rencontre avec l'équipe éditoriale de Mango. Et on a construit cette collection qui s'appelle Famille Complice, qui était cet ouvrage est le premier de la collection, avec la volonté d'écrire un guide pour les futurs papas, pour les pères en devenir, avec l'idée de dire que c'est pas forcément facile de s'y projeter. À la différence des femmes, on n'a pas normalement de transformation physique, à part ce qu'on peut appeler la couvade parfois. Et que donc, ça pouvait être pas mal de faire un guide qui permet un petit peu d'ouvrir les brèches, les sentiers, et pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez définir la couvade ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la couvade, une couvade, c'est quand, s'il est compréhensible et logique, qu'une femme enceinte prenne du poids, pour la simple et bonne raison qu'elle doit d'un côté porter un enfant qui lui-même grandit et de l'autre pouvoir donner toute l'énergie à cet enfant en pleine croissance. La couvade, c'est quand le papa lui aussi prend du poids. Alors on pourrait croire, on traite souvent ça, avec amusement et légèreté, et c'est pas grave, on a raison de le faire. Il se trouve qu'il y a, je crois, 10% des jeunes papas qui réellement ont des douleurs, prennent du poids. Enfin, il y a vraiment, et souvent ce sont les papas qui sont concernés. Il y a un effet un petit peu psychosomatique qui fait que, alors il y a la première étape de la couvade, c'est je mange aux mêmes horaires que ma femme qui est enceinte et qui veut un kebab ou des fraises à 3h du matin. Bon, si le corps n'est pas prêt, forcément, on peut être amené à avoir une légère surcharge pondérale, Et il y a effectivement un effet psychologique qui est vu chez certains papas qui réellement donc reproduisent psychologiquement certaines pathologies, alors légères au demeurant, mais certaines pathologies des mamans de leurs compagnes en l'occurrence. Voilà. On peut le voir de façon assez positive finalement. C'est souvent les papas impliqués, c'est souvent les papas qui se sentent concernés et qui sont impliqués, effectivement. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que ici, par exemple, dans la bibliothèque, on a un rayon parentalité. Oui. Et la plupart des livres sont sur la maternité. Oui. Et vous allez restaurer un peu un certain équilibre avec vos livres. Parce qu'on ne parle pas souvent du papa, du rôle du papa. C'est en train de... la société change. Oui. Et heureusement, la place du papa change aussi. Et de plus en plus, on en parle. Et aussi grâce à vos livres. Mais c'est vrai qu'il y a toute une tradition derrière de pères qui ont surtout comme rôle, en tout cas à l'époque de nos grands-parents,
de subvenir aux besoins matériels de la famille et d'aller au travail. Vous êtes en train de déconstruire un peu ce mythe archaïque. C'est l'allégorie de l'homme des cavernes, enfin, comment dire, où on sort de la grotte pour chasser et ramener de quoi manger à la famille. Je parle bien d'allégorie parce que moi je ne suis pas, comment dire, paléontologue et pas historien de la préhistoire, et donc est-ce que c'est la véracité même de la manière dont les sociétés préhistoriques fonctionnaient? J'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas c'est l'image qu'on en a, et effectivement qui perdure, et c'est cette image, même si il peut y avoir à l'époque de nos fameux grands-parents, des hommes qui prenaient leur part à leur manière et en s'incluant dans la société dans laquelle ils vivaient, c'est pas l'idée et l'image qu'on en a. Et effectivement, ce que je me suis efforcé de faire dans ce livre et les autres, parce que celui-là est un petit peu le fameux guide du futur super papa, c'est en ce qui me concerne dans mon travail sur la parentalité, c'est la pointe du bateau. Ce que je me suis efforcé, la position que je me suis efforcé d'avoir, c'est celle du grand frère. Moi j'ai un petit frère qui a 13 ans de moins que moi, qui aujourd'hui pourrait être papa, il l'est pas, et c'est pas grave, genre, et c'est un choix, et c'est pas parce qu'on est père que... Enfin, j'aime pas l'idée qu'on soit obligé de transmettre la volonté d'être père aux autres, c'est un choix extrêmement personnel, éminemment personnel. En revanche, si demain il s'avérait qu'il était papa ou sur le point d'être papa, c'est ce que j'aurais voulu lui dire, c'est-à-dire, c'est galère, c'est compliqué, à partir du moment où on est, pardon d'utiliser des mots comme ça, mais à partir du moment où on est concerné, qu'on a envie d'embrasser cette expérience de père, c'est pas facile tous les jours. Parfois, il faut se remettre en question. Parfois, ça bouscule des idées reçues, des idées préconçues. Mais tu vas y arriver. C'est un petit peu... d'ailleurs, pour l'anecdote, ce livre, à la base, je l'avais écrit un petit peu au tutoiement. Et bon, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans l'édition. Donc, j'étais là, oui, mais je ne peux pas vous voyez la personne à qui je m'adresse dans le guide. Et mon éditrice m'a dit à juste titre, oui, mais on peut utiliser ce qu'on appelle le vouvoiement général, où il me disait, Benjamin, tu t'adresses au vous, à tes lecteurs et non pas à un lecteur en particulier. Mais voilà, c'est vraiment l'idée. Il y a pas, moi, j'ai pas de légitimité, comment dire, scientifique, médicale. Je suis docteur en rien. Et moi, je suis auteur et papa, et donc ça m'a amené à me poser des questions et surtout essayer de chercher des réponses à des questions que je ne m'étais pas forcément posées avant, mais en tout cas où je me suis efforcé de trouver les réponses pour ceux et ces livres. Oui, enfin, vous arrivez à créer une vraie proximité avec le lecteur, par l'humour aussi, beaucoup. J'essaie. Enfin, c'est à la fois un livre de développement personnel, dans la catégorie développement personnel, et un livre, je sais pas si c'est un bon copain, mais en tout cas quelqu'un qui accompagne le futur papa. Oui, il y a quelque chose d'amical. C'est exactement l'idée. Il faut comprendre que culturellement, le papa est moins préparé le futur papa est moins préparé que la future maman. Culturellement, une femme qui est sur le point d'être enceinte, qui est dans le désir d'enfant, ou qui est en train de commencer et de faire ce chemin qu'est la grossesse, elle va, enfin là je tombe peut-être dans des clichés, mais en tout cas c'est l'image qu'on en a. Elle est entourée, si elle le souhaite, de ses amis, de sa famille, enfin de ses proches, et qui vont l'accompagner dans ce qu'elle ne connaît pas, dans le fait qu'on est maman pour la première fois. Et donc il va y avoir, par-delà cet échange social et humain, il va y avoir, selon moi, et on le retrouve dans les rayons des bibliothèques ou des librairies, il va y avoir cette continuité éditoriale où on va avoir beaucoup de livres pour les mamans. Et c'est formidable, au demeurant. Moi, je trouve ça très bien. J'en ai eu, parce que avec ma femme, on a eu notre premier enfant, on a eu des livres plutôt à destination des mamans que j'ai quand même lus. Et là, l'idée, c'est qu'on s'adresse à des papas qui n'ont pas cette culture de l'entourage de papa. Et derrière, par voie de conséquence, on s'adresse à des papas qui ne sont pas forcément
ouvert à des livres de développement personnel. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste que voilà, on peut être papa sans avoir de dessin à lire des livres de développement personnel et à être habitué à lire des livres qui vous donnent des conseils et qui essayent d'ouvrir le chemin un peu pour vous. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là. Donc pour ça, c'est un livre qui est pas nécessairement épuré en termes de fond, mais en revanche, en termes de forme, on s'est efforcé que ce soit extrêmement lisible et digeste. Pour que. Il y a tout un passage, par exemple, moi qui me paraissait très important, qui est un passage sur qui est un glossaire, parce que quand on est un homme et qu'on n'est pas passé par l'intérêt pour un premier enfant, quand on parle de délivrance, par exemple, le terme délivrance, on peut se dire, délivrance, c'est quand le bébé naît, puisqu'on délivre. Mais en fait, non, c'est pas ça. Les semaines d'aménorrhée, c'est quelque chose qui... Alors, est-ce que vous pouvez définir Alors, il va falloir que je relise dans le livre. Mais mince, je me suis moi-même piégé. Mais les semaines d'aménorrhée, par exemple, c'est le compteur officiel d'un gynécologue sur le temps de grossesse. Et en fait, ça démarre après le premier jour de retard des règles, et non pas à partir du moment où il est déterminé à partir de l'ovulation, donc de la conception. Donc en fait, il y a des semaines d'écart, et il y a comme ça, pour aller directement dans les sujets qui fâchent, l'épisiotomie, c'est pas un gros mot, c'est des choses il y a 30 à 40% des femmes primipares, c'est-à-dire qui, comment dire, voilà, primipare, c'est une femme qui a son premier enfant. Alors secondipare n'existe pas, mais voilà, on parle de femme primipare, c'est pas un gros mot, mais c'est pour parler d'une femme qui attend son premier enfant. L'épisiotomie, qui est donc une action chirurgicale pour faciliter l'accouchement. Voilà, ça peut être un peu compliqué pour un homme de poser la question, ça peut être compliqué pour un entourage de donner la réponse, parce qu'on touche à de l'intime. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ces mots-là, ces notions-là sont des choses importantes. Tout le rapport autour de la sexualité, qui peut être tabou dans la société, qui plus est quand on parle d'un couple qui attend un enfant, et du désir, alors pas de l'homme, parce que même si on peut en parler, mais en tant qu'homme, on peut se poser des questions sur le désir d'une femme enceinte, et donc de sa propre femme qui est enceinte, et ça peut être compliqué d'en parler. L'idée, c'est pas de donner des réponses en l'occurrence, parce que chaque couple est différent. Chaque femme qui attend un enfant est différente. Chaque homme qui est en couple avec une femme enceinte est différent. En revanche, il y a des aspects physiologiques, des idées préconçues qu'on peut déconstruire. Et ce que je trouve super, moi, c'est quand j'ai des retours de lecteurs qui me disent, ou de lectrices d'ailleurs, qui me disent tous les soirs on en lit un bout dans le lit à deux. Et je me dis, mais c'est formidable, parce que si ça peut ouvrir le dialogue sur des sujets un petit peu complexes à aborder, etc., c'est tout gagné. Et justement, une question très large, mais comment vivre une grossesse à deux, et comment en tant qu'homme ou en tant que conjoint, en tout cas parental, futur parent qui ne porte pas le bébé, comment améliorer finalement sa façon de faire durant cette période d'avant l'accouchement, Alors, je pense qu'elle repose sur plusieurs axes. Le premier, c'est la communication. C'est-à-dire que la communication, mais sans non plus être auto-centré. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on peut avoir des problèmes dans l'accompagnement de sa femme, en l'occurrence, qui attend le premier enfant. Dans l'implication, mais on peut avoir des problèmes entre soi et soi, c'est-à-dire se projeter en tant que père, etc. Je pense qu'il faut essayer de s'efforcer d'être le meilleur des accompagnants, mais tout en privilégiant le dialogue, mais en choisissant ses moments. C'est-à-dire que si notre femme va pas bien parce que physiquement c'est compliqué ou parce que émotionnellement c'est compliqué, c'est pas le moment d'arriver avec ses problèmes, mais on les garde pour soi, on les garde bien et on en reparle plus tard. Donc la communication, le dialogue, et d'être un accompagnant, parce qu'on est un petit peu... nous, notre corps change pas, sauf la couvade, mais on est capable de gérer, mais voilà, notre corps change pas,
on n'accueille pas la vie à l'intérieur de nous avec tout ce que ça comporte de transformation physique, physiologique, hormonale. En revanche, on est un peu comme un coach sur le banc de touch. Et notre meilleur rôle à ce moment-là, c'est d'être accompagnant. Alors, oui, si on veut être un peu cliché, mais c'est vrai aussi porter les sacs et faire la peinture dans ce qui va être la future chambre du bébé. Parce que les odeurs de peinture, c'est pas terrible, et parce que les sacs lourds, c'est pas terrible non plus. Mais une femme enceinte n'est pas en sucre non plus. Ça dépend de. Il y a autant de manières d'être enceinte qu'il y a autant de femmes qui attendent d'enfants. Donc une femme enceinte n'est pas en sucre, elle peut sortir, elle peut voir des amis sans nous, elle peut sortir le soir, mais pour autant, elle peut avoir besoin de nous. Parce que c'est là où on construit non pas l'enfant à deux, ça c'est fait, mais on se construit en tant que couple qui attend un enfant. Et le dernier point, c'est qu'il y a, et ça c'est formidable, il y a des moyens d'accompagnement paramédicaux qui permettent de rentrer en connexion entre le futur enfant et le papa. Parce que j'ai envie de dire mécaniquement, alors il y a les fameux premiers coups, la future maman les sent, elle n'a pas besoin de guide pour ça, ça lui arrive peut-être même un peu contre son gré la première fois, ça peut être un peu déstabilisant en règle générale dans le bon sens, même si parfois ça peut être déstabilisant, mais ça encore une fois, ça dépend des personnes. Et le papa, il y a le classique « donne-moi ta main, regarde, il tape par là », et c'est des moments de communion à trois qui sont assez intenses, mais on peut aller plus loin avec par exemple l'aptonomie. Alors j'en parle pas en connaissance de cause parce que mon premier fils a 13 ans, donc les raisons qui ont fait qu'on n'est pas allé vers l'aptonomie, je ne m'en souviens pas. Peut-être que c'était pas encore développé. Si, parce que moi j'ai des amis qui ont des enfants à peu près du même âge et qui ont pratiqué l'aptonomie. Et l'aptonomie est en fait un accompagnement qui permet de créer un lien avec, avec le futur bébé, avec le bébé qui est dans le ventre de la maman, où on va réussir à vraiment créer une connexion à deux, par le toucher, voilà. Et j'imagine un peu le lien avec la sophrologie aussi. Mais là, c'est pas du tout, un domaine que je maîtrise, mais en l'occurrence, c'est pas parce que je le maîtrise pas qu'on n'en parle pas dans le livre. Parce que c'est important et que c'est important pour certaines personnes qui veulent vraiment travailler cette communion avec leur futur enfant. Voilà, ce contact avec l'enfant qui est complètement naturel entre la mère et l'enfant, forcément au quotidien. Voilà. La femme change et se rend compte des mouvements du bébé et le bébé qui grandit en elle, et forcément il y a un lien physiologique très très fort. Et c'est vrai que pouvoir impliquer le père et construire un lien dès avant la naissance, c'est un grand plus, c'est une grande force. Au moment de la naissance, il va bien sûr. Et c'est un moyen aussi pour nous de se préparer, parce que on dit souvent qu'une femme a 9 mois pour se préparer à être mère. On a beau, nous, psychologiquement, voir les choses changer et être dans le concret, qui sont l'achat de matériel, l'annonce aux parents, le choix du prénom, la mise en place de l'appartement ou de la maison avec une nouvelle chambre, etc. D'ailleurs, vous en parlez très précisément à chaque fois de toutes ces étapes dans le livre, et puis des mises en situation un peu humoristiques. Mais j'essaie, mais parce que c'est très concret, parce qu'on est face à des problèmes extrêmement pratiques auxquels on ne pense pas nécessairement à tous ces éléments-là quand on n'est pas passé par là. Alors, si on a des amis qui sont dans le partage, moi j'avais cette chance d'avoir des amis qui étaient passés là avant moi et qui m'ont dit attention pour la poussette, pense bien à ça, etc. Voire même qui nous prêtaient le matériel parce qu'en gros ils avaient fait leur premier enfant, ils savaient que le deuxième arrivait mais il n'était pas encore là. Donc en gros, le matériel comme ça, il y a une espèce de poussette qui a dû faire 3-4 familles dans notre groupe d'amis. Mais ce sont des choses importantes. Mais au demeurant, c'est cette harmonie qu'on peut essayer de créer et ces moments à trois permettent un petit peu qu'on se prépare psychologiquement. Parce qu'au final... alors après, c'est aussi, je parle pas que de mon expérience personnelle, on en parle beaucoup on en parlait
parlais beaucoup, enfin souvent les premières années, avec des amis qui passent par là. Pour certains, dont je fais partie, euh, le jour de l'accouchement, c'est une gifle. C'est voilà, ce sera plus jamais pareil. Plus jamais. Et pourtant, ça fait 9 mois qu'on le sait, ça fait 9 mois qu'on s'y prépare pour peu que ce soit pas un accident, pour peu que ce soit voulu et désiré. Ben, il arrive, il est là. Je parle du bébé, hein, ça peut être un garçon, une fille, et bah, rien ne sera plus jamais pareil. Et il y a justement ce moment de l'accouchement qui, heureusement, est en train de, change aussi dans les hôpitaux, où il y a une volonté de plus en plus forte, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais d'impliquer les pères, de les faire participer, qu'ils ne soient pas simplement spectateurs de ce qui se passe, et pas comme des accessoires dans la pièce, finalement, qui puissent être impliqués, même si ce n'est pas eux qui accouchent, ils sont participants présents. Et vous en parlez aussi de ce moment. Alors, moi j'ai la chance, même si effectivement c'était il y a quand même quelques années déjà, d'avoir les 2 fois, parce que je suis papa de deux enfants, 2 garçons, les 2 fois d'avoir le sentiment d'avoir été extrêmement bien encadré. Après, rien n'était parfait parce que enfin voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais le premier accouchement était un peu compliqué et est arrivé est arrivé de manière prématurée avec 24 heures de travail, une fin en césarienne d'urgence pour éviter la souffrance fétale. On parle de souffrance fétale à ce moment-là, avec un petit ascenseur émotionnel 24 heures avant. Enfin bref, loin de moi l'idée de m'auto-flageller, parce qu'au final j'ai un garçon qui est plus grand que moi, qui fait 1m84, qui a 13 ans, donc il est en parfaite santé et en pleine possession de tous ses moyens physiques et intellectuels, donc globalement tout va bien. Mais c'est des moments qui étaient assez éprouvants, et j'ai eu le sentiment d'être inclus. Pas accompagné, mais j'en ressentais pas le besoin. Ce que je cherche à dire par là, c'est que être inclus, c'est important, je pense, si on en ressent le besoin. En revanche, je fais une petite... la star de la soirée, c'est la maman et le bébé en devenir. Nous, on est acteur secondaire, on est figurant à ce moment-là. On est important, comment dire, émotionnellement, en termes de famille, mais en termes de santé, parce que l'accouchement, ça reste avant tout un moment où, au sortir d'un acte médical, 2 êtres doivent continuer à être en parfaite santé. Comment dire, sur tout le chemin d'ailleurs du suivi médical, on est parfois un peu surpris quand on est jeune parent du fait qu'on nous ramène à la médicalité de ces rendez-vous, alors que c'est fondamental. Une première écho, c'est pas pour l'échographe, c'est pas la découverte du petit bébé, de la petite crevette avec les larmes dans les yeux. L'échographe, lui, il s'en fiche royalement. Lui, ce qu'il veut, c'est voir si médicalement ça rentre dans les clous. Et c'est son boulot. Et fondamentalement, en fait, c'est ce qu'on attend de lui. Donc, il faut un petit peu s'y préparer, parce que parfois on arrive un petit peu avec les violons dans la tête, en attendant, limite on arrive en disant bon, je voudrais la photo s'il vous plaît, un peu comme si on arrivait devant... le film du moment. Voilà, on se fait le film du moment, comme si on arrivait en soirée avec les photobox prêts avec les moustaches et tout. Et en fait non, l'échographe n'est pas là pour prendre une photo, l'échographe est là pour vérifier que tout va bien. Et il est là pour vérifier que tout va bien à la première, à la deuxième et à la troisième écho. Eh bien, l'accouchement en lui-même, même si ça se passe formidablement bien, même s'il n'y a aucun problème et que le projet de naissance, c'est de faire ça sans, comment dire, un accouchement sans péridurale, dans l'eau, etc., il n'en reste pas moins qu'au final, même si l'équipe médicale est allégée pour des raisons de choix, et c'est des choix qui appartiennent au couple, au demeurant, ça reste au final, on met en jeu et en danger, pas tout le temps, et heureusement, il ne faut pas dramatiser les choses, mais au final, il y a la santé d'une maman et d'un bébé. Voilà. Donc nous, on est un peu, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un peu figurant. Et ce que j'aimerais dire aussi, et je le dis, je crois, à la fin de ce chapitre-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur et honte en tant qu'homme de se défiler. Je schématise, mais c'est un peu ça. On n'est pas tous égaux face aux actes médicaux, on n'est pas tous égaux face au sang, on n'est pas tous égaux face, comment dire, à l'idée qu'on se fait d'un accouchement. Je pense que c'est extrêmement confortable pour tous les pères dans les années 50, quand on a l'image de la salle d'attente avec les hommes qui fument
qui est un peu ridicule aujourd'hui au demeurant, mais pour tous les hommes, il n'y avait pas de question à se poser. On attend, on nous dit c'est un garçon, c'est une fille, youpi. Et puis, et puis après, on écrase la cigarette et puis on va voir la maman avec une haleine un petit peu de cheval, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse et c'est formidable parce que on a besoin de nous et on nous veut nous dans dans les salles de travail. C'est génial. Moi j'y étais et volontaire d'y aller. La deuxième était en césarienne. On m'a césarienne prévue. C'est important. Et la césarienne d'urgence, j'ai demandé à être là si c'était possible. Et on m'a dit que oui. A priori, on a analysé le fait que j'étais pas en panique parce que les sages-femmes se gardent le droit aussi de dire au papa un petit peu envahissant, un petit peu émotionnel. Ça va être difficile. Voilà, de dire non, mais c'est pour le bien de tout le monde en fait. C'est pas, c'est pas une histoire d'ego mal placé. Donc la césarienne d'urgence, on m'a dit oui, j'ai pu accompagner. La césarienne programmée, on m'a dit oui, j'ai pu accompagner. Et pour l'anecdote, j'étais plus angoissé sur la césarienne programmée que sur la césarienne d'urgence. La césarienne d'urgence, elle arrivait en ce qui me concerne au bout de 24 heures. Alors, en ce qui me concerne moi en tant qu'accompagnant, hein, mais au bout de 24 heures, donc au bout de 24 heures, même si physiquement ça va bien, on n'a pas de souffrance physique, on est fatigué, c'est normal, et puis il y a une notion d'urgence, on n'a pas le temps de réfléchir, l'adrénaline est à fond, on comprend que globalement il se passe des choses un peu compliquées et on y va. Une césarienne programmée, vous avez le temps de mouliner, entre guillemets, on a le temps de réfléchir, de se dire que c'est un vrai acte chirurgical et avec tout ce que ça comporte, et quand on arrive, tout est déjà là, et c'est un petit peu plus, un peu plus stressant. Mais je pense qu'il faut aussi laisser le choix au papa et en conscience dans le couple, en amont d'en parler. Il faut que le père soit capable de dire « Je ne supporte pas la vue du sang, ça n'a rien contre toi ma chérie, mais je risque de tomber dans les pommes. Est-ce que ça t'embête ? Si. Mais ça fait partie, au-delà d'un projet de naissance un petit peu fantasmé et adulé, ça fait partie de la communication au sein d'un couple. Voilà. Et je dis pas que c'est... Enfin, je pense que ce qui est fondamental, c'est de ne pas juger. Aujourd'hui, on est dans une époque où on veut que l'homme prenne sa part, et je trouve ça... voilà, moi je suis le premier, sinon je ne ferais pas des livres comme ça. Je suis le premier à le dire. Mais en revanche, après, il faut accepter l'idée qu'au sein d'un couple, on est deux, et qu'il faut faire en fonction de ce qu'on est aussi. Voilà, je parle beaucoup. Mais bon, je suis bien pour ça. On peut parler. Et alors là, on a évoqué une étape hyper importante, l'accouchement. Oui. Et l'autre étape, ça va être le retour à la maison. Oui. Donc, comment ça se passe et comment ça peut se passer au mieux pour le papa qui, là, devient vraiment papa concrètement. Ce qui est pas mal, c'est quand la maman va assez bien, physiquement et psychologiquement, pour être seule à la maternité, les fameuses 24 ou 48 heures, qui sont dévolues au temps où on reste à la maternité. Je parle évidemment d'un accouchement classique qui se fait en maternité, puisqu'aujourd'hui on peut faire le choix d'être accompagné chez soi, par exemple, etc. Mais restons dans l'essentiel de ce qui se passe. Sans césarienne, c'est 24 à 48 heures, et avec une césarienne, c'est plus long parce que il faut attendre que le corps aille un peu mieux. Mais en imaginant que que la maman aille bien physiquement et aille bien psychologiquement, c'est important, on pourra en reparler après. Ce qui est formidable pour le papa, au-delà d'aller faire la fête avec les copains, ce qui n'est pas excluant non plus, on peut le faire, mais c'est de pouvoir préparer la maison. Parce qu'on n'est pas forcément parti à l'heure à laquelle on a dit qu'on partirait. On est peut-être parti une journée, 2 journées avant, on a les sacs qui sont prêts dans l'entrée ou dans la voiture, mais le lit n'est pas encore fini de monter, la notice Ikea est encore au sol de la chambre. Le frigo est peut-être un peu vide ou rempli de restes de kebab, d'envie. Enfin voilà. Ces fameuses 24 à 48 heures, elles permettent pour le papa, si tout se passe bien encore une fois, de faire 3 choses. La première, de faire des allers-retours avec la maternité, parce qu'on a oublié des petites choses, parce que on a pris un body par exemple, un grand classique. Vous prenez des bodys, nouveau-nés. Donc le format mini pouce, on ne peut pas faire plus petit. Et puis vous accouchez d'un beau bébé de 3 kilos et des brouettes avec de belles épaules. Et vous avez eu l'impression de lui démettre l'épaule la première fois, parce que souvent
Le papa est inclus dans le changement de couche et dans le premier bain, si vous le souhaitez, si vous êtes là. C'est un chouette moment, mais c'est un moment un petit peu aussi, comment dire, un petit peu, pas stressant, mais enfin, voilà, on est dans ses petits souliers, on écoute la sage-femme qui sait. Je me souviens, il y a cette espèce de pince de crabe où il faut récupérer la main pour faire les choses doucement, et puis vous vous retrouvez avec ce body, vous pensiez qu'il était joli parce qu'il y avait une inscription qui était chouette, mais il n'est pas pratique du tout. Donc là, vous avez la mission d'aller chercher le body de 3 mois, parce qu'on va tout de suite passer au body de 3 mois en fait. Donc par exemple, 2-3 choses comme ça. Donc vous allez faire l'aller-retour et récupérer des choses. Et pourquoi pas aussi, la maman, elle peut avoir envie de sneakers. Je dis n'importe quoi, sneakers, chocolat, alors sushi, non, il faut éviter le poisson cru peut-être encore, je sais pas, mais enfin voilà, elle peut avoir des envies de nourriture, mais de lecture aussi, pourquoi pas, on est dans une bibliothèque. Et puis voilà, donc on peut être un petit peu le coursier comme ça, amener des choses et ramener des choses qu'on n'utilise plus pour éviter d'avoir l'impression de revenir de vacances quand on vient de la maternité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, se reposer. Parce que le papa, il a accompagné la maman pendant un temps certain. Alors oui, son degré de fatigue est sans comparaison, c'est important de le souligner, avec celui de la maman. Mais pour autant, il a le droit d'être fatigué, ce jeune papa. Donc se reposer de la manière dont il le veut. Ça peut être une soirée pizza avec des copains, ça peut être regarder Netflix, Disney+, Amazon Prime comme il veut, toute la soirée sans penser à rien et répondre aux textos, ça peut être dormir. Ça le regarde. Mais un moment, entre guillemets, qu'il choisit pour être un peu dans sa bulle à lui, pour souffler émotionnellement et psychologiquement, un moment où en fait ça va redescendre. Et troisième point, donc j'en parlais, mettre les derniers coups de vis dans le mobile qui est au-dessus du lit du bébé, prévenir les voisins, dire voilà, on va revenir avec un bébé, donc si vous pouvez éviter la bamboche samedi soir, ça ne nous dérangerait pas trop. Vous ferez ça la semaine prochaine, s'il vous plaît, soyez sympa. Enfin voilà, préparer le nid en fait. Donc pour moi, c'est un peu les 3 éléments importants pour le papa qui va avoir 24 à 48 heures. Alors c'est pas beaucoup. C'est facile d'en parler quand on pense ville, grande ville où la maternité peut être à un quart d'heure, 20 minutes de la maison. En campagne, c'est pas, quand on vit en campagne, c'est pas forcément un quart d'heure, 20 minutes, ça peut être 15-20 km. Donc les tractions sont un peu plus longues et donc le temps pour soi est un peu plus court. Mais voilà, c'est un peu ça le retour à la maison pour qu'une fois qu'on soit prêt, que la maman et le bébé soient prêts, eh bien on puisse à 3 revenir. Alors encore une fois, tout ça est interdépendant de non-contraintes professionnelles, évidemment, parce que là, on n'est pas tous égaux face à ça. Même si on a des jours légaux, des journées de naissance aujourd'hui pour les papas qui sont obligatoires. C'est important de le souligner. Oui. En gros, comment dire, si on est employé, quel que soit le degré de pression que met votre patron, quelle que soit la responsabilité et la notion d'importance de votre travail, il y a des jours de naissance qui sont obligatoires à prendre aujourd'hui en tant que papa, notamment pour pouvoir être là sur les premiers jours. Et puis le congé paternité a été allongé. Oui, il a été allongé, il est fractionnable. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais tout est dans le livre. Mais parce que comment dire, vous avez le congé de naissance, le congé paternité, et ensuite il y a le congé parental. Et voilà, et c'est 3 notions qui sont différentes en termes d'obligation, et 3 notions qui sont différentes aussi en termes de prise en charge, parce que, on est souvent 2 à travailler, ou même seul, enfin peu importe, en termes de prise en charge vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'employeur. Voilà. Donc c'est important de les séparer les 3. Oui. Donc il me semble le premier congé de naissance c'est 3 jours. Oui. Ensuite on a le congé paternité et avec le congé de naissance c'est environ 1 mois, 28 jours peut-être, et le congé parental c'est 1 année, il me semble. Oui. Mais c'est pas forcément, c'est indemnisé la première année. Oui, mais en plus il faut séparer entre le papa et la maman sur le premier enfant. Et c'est vraiment une indemnisation minimum. Oui, on n'est pas du tout pour le coup sur comment ça s'appelle. On ne s'est pas du tout indexé sur le salaire. Ça n'a aucun lien avec le salaire. C'est vraiment une petite indemnisation. Ça s'appelle le PAGE, P-A-G-E ou J-E, je ne sais plus. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Tout est expliqué. Et justement,
le guide du super futur papa, après l'apparition de ce livre, vous êtes passé au guide du super jeune papa. Oui. Et là, c'est... alors, le super jeune papa, c'est un papa qui a un enfant entre 0 et 3 ans. Exactement. Dans ce guide-là, en tout cas. Oui, avant la rentrée en collectivité. Oui, oui. Avant la maternelle, oui, en fait, exactement. tout simplement. Et il y a quand même quelque chose qui change, c'est un rapport quand même plus égalitaire à la parentalité par rapport au moment de la grossesse, forcément. Et donc il y a plein de conseils, d'astuces, de listes aussi. Je fais pas mal de listes. Qui finalement sont utiles à la fois au papa et à la maman dans ce livre. Oui, je fais de manière très personnelle, je fais beaucoup de to-do list. Mes enfants se moquent de moi quand j'ai pas eu le temps de la faire avant leur dîner, que je suis assis avec eux à la table où ils sont en train de dîner et que je suis en train de finir ma to-do list du lendemain. Et que j'ai mon fils de 8 ans qui s'effondre au sol en disant « Ah non, pas tes to-do list, papa !» Et non, j'aime beaucoup ça. Mais ça permet souvent de résumer un petit peu les choses importantes. Effectivement, vous le soulignez très bien, considérant que c'est un livre destiné à des papas qui cherchent à s'impliquer dans l'éducation de leur enfant, considérant que chaque couple est différent et que le curseur d'implication est différent. Même si on le sait aujourd'hui, on peut parler je fais une parenthèse sur la charge mentale domestique, il ne faut pas se leurrer, même si on est dans une société où on considère important que les papas s'impliquent et les papas eux-mêmes s'impliquent de plus en plus. Il y a une étude qui montre que l'homme faisait 9 minutes de tâches quotidiennes pour le foyer en 85 et aujourd'hui on fait 15. Donc c'est pas mal, on a presque doublé. Il n'en reste pas moins que en face de ça, la femme en fait 55 minutes. Et ça n'a pas augmenté, ça n'a pas baissé. C'est-à-dire que ce qui est assez fou, c'est que si l'homme ça a augmenté, la femme ça n'a pas baissé. Donc la charge mentale domestique aujourd'hui est toujours, de manière générale, l'idée n'est pas de s'adresser à un couple en particulier, mais de manière générale, dans la société dans laquelle on vit, la charge mentale domestique, c'est important. Moi, j'aime bien rajouter domestique parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de charge mentale, on parle de cette fameuse deuxième journée qui se fait après le travail ou pendant le travail, qui est le temps que l'on prend à s'occuper des fournitures scolaires, des habits, du centre aéré, des mots pour les maîtresses, de l'organisation des vacances. Tout ça est pour plus de 2/3 dévolu aux femmes. Et on dit souvent charge mentale, mais en fait on vit tous avec une charge mentale. La charge mentale entre soi et soi, de son travail, de ses amis, de sa famille, tout ce qui fait que, voilà, une charge mentale. En fait, c'est une réduction, de langage. Quand on parle de la charge mentale, en fait, on parle de la charge mentale domestique. Et considérant que l'homme ne doit pas aider à réduire cette charge mentale domestique, mais doit juste prendre sa part, la différence est fondamentale. Quand on aide, on ne prend aucune décision et aucune responsabilité. On arrive en disant « tu veux que je t'aide à ?» Et la personne répond oui ou non. Alors en plus, c'est génial parce que la personne a le choix de dire non. Ok, je vais faire autre chose. Et si elle répond oui, on n'a pas réfléchi. On n'a pris aucune charge. On est juste des bras ou un cerveau s'il s'agit d'aider à faire les devoirs, par exemple. En revanche, la charge mentale domestique, quand on décide de prendre sa part, c'est qu'on est actif et acteur dans les décisions communes. Alors, je pense, dans la société dans laquelle on vit, si on cherche à s'impliquer dans la parentalité, c'est important en tant que père. En revanche, ça amène d'autres problématiques. Parce que si la charge mentale est à 100% dévolue à la femme dans un couple, il y a zéro conflit sur cette charge mentale. L'homme a juste à obtempérer. C'est la femme qui gère les vacances, où est-ce que vont les enfants pendant les vacances scolaires, le centre aéré, les activités, les emmener aux activités. L'homme, il a juste à regarder et dire c'est bien, c'est bien, ou d'écouter quand ça se passe pas bien. Alors je dis pas que c'est formidable, bien au contraire. Enfin moi je m'efforce de prendre ma part. En revanche, si vous prenez votre part réellement, c'est-à-dire que vous faites vos recherches sur le judo du grand, la danse du petit, si vous regardez un peu les plannings pour être certain que géographiquement emmener l'un à tel endroit,
n'est pas contre-productif avec le fait d'emmener l'autre, ou alors prendre deux voitures, mais qu'est-ce qu'on fait? Et tiens, pendant les vacances, oui, mais on n'avait pas dit qu'on faisait ça, etc. Ben, ça amène forcément une espèce de voie du milieu où on doit s'entendre à deux. Et c'est valable pour toute l'éducation de son enfant. Si on décide de prendre sa part, si on décide d'y prendre part, ben, ça veut dire aussi construire son couple au milieu, non pas forcément de compromis, mais d'accords implicites, complètement assumés, de désaccords sur lesquels il faut avancer, parce que si on n'est pas d'accord sur le choix d'un resto, à un moment donné, on va prendre une décision, à cœur ou à cœur ou contre-cœur, mais voilà, pizza ou sushi, à un moment donné, on va manger. Alors non, il peut y avoir des restos qui font pizza et sushi, mais on va choisir. C'est à un moment donné, on va aller à gauche ou à droite de la rue. Un enfant, on ne peut pas décider qu'il fasse du judo ou du karaté, enfin du judo ou du karaté, et dire bon, non, je ne sais pas si mon exemple est bon, mais quoi qu'il arrive, il va falloir choisir en tout cas. Oui. C'est surtout, non, en fait, mon exemple de restauration était pas mal, mais sur de la livraison. Voilà, on revient en arrière. Donc, on peut choisir de manger à la même table pizza et sushi. Donc, on peut ne pas être d'accord. On se fait livrer chacun, l'un sushi, l'autre pizza. En revanche, sur un enfant, on ne peut pas. Donc, il va falloir faire, pas forcément des concessions, mais en tout cas aller dans le même sens. Et c'est pas forcément facile aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est hyper important, je pense, de parler de cette charge mentale, donc merci d'en avoir parlé. Et de parler de cette idée de finalement vivre le couple et le couple de parents sur un mode égalitaire, avoir cette idée que oui, chacun a des décisions à prendre.